bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Émission spéciale ce soir autour des restitutions de la grande consultation nationale. Nous déclinerons tout cela en 3 temps. Dans notre grand débat, nous évoquerons les enjeux politiques du rendez-vous de ce matin et de ceux à venir. Édouard Philippe en première ligne toute la semaine avant les annonces d'Emmanuel Macron. Ce matin au Grand Palais, le Premier ministre a promis de frapper fort avec ces mots. Tout conservatisme, toute frilosité serait impardonnable, nous dit-il. Grand débat, y aura-t-il un avant, un après ? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Thierry Fabre à Benjamin Correa. Nous reviendrons sur ce qu'appelle Édouard Philippe l'immense exaspération fiscale. Les Français semblent vouloir une baisse massive des impôts, plus de transparence dans la dépense publique et des mesures comme la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Analyse et débat dans 10 minutes. Enfin, l'autre question autour de ce grand débat, c'est celle de sa transparence, de son impartialité. 5 garants avaient été nommés pour y veiller. Nadia Bellaoui en fait partie, elle est notre invitée ce soir dans l'entretien. Avant d'en parler avec elle, retour sur les grands enseignements de ces restitutions avec Jordan Klein. Le grand débat est un succès, c'est ce que veut faire entendre le gouvernement. Après 3 mois, ce sont 1,5 million de personnes qui se sont mobilisées pour y participer. Sur le site, 500 000 internautes se sont connectés pour déposer généralement plusieurs contributions par personne, pour un total d'environ 1,9 million. Pour les réunions locales, souvent organisées par les associations, 10 000 se sont tenues partout en France. Elles ont rassemblé environ 500 000 personnes pour écouter et échanger sur l'avenir du pays. Un grand débat qui a aussi reposé en partie sur les épaules des maires de France. Je pense qu'il y a un chiffre à retenir, c'est effectivement 16 337 mairies dans lesquelles un cahier de propositions, de doléances, cahier citoyen a été installé. Ça veut dire qu'une mairie sur 2, un maire sur 2 a joué ce jeu du grand débat national. La fiscalité est bien la thématique qui ressort de ce grand débat. Les Français veulent payer moins d'impôts. C'est l'un des enseignements principaux. La transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, et enfin l'organisation de l'État sont les autres sujets qui sont revenus de manière récurrente. Tout l'enjeu va donc maintenant consister à passer de ces éléments de consensus, sur les exigences que j'ai évoquées, à des compromis démocratiques pour atteindre ces objectifs. Depuis ce lundi, la synthèse de l'ensemble des contributions est disponible librement sur le site du Grand Débat. Un engagement de transparence, selon le Premier ministre. Et on va aller plus loin avec notre invitée ce soir, Nadia Bellaoui. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc garante du Grand Débat national. Vous aviez été désignée par le CESE et vous êtes par ailleurs secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement. Les restitutions faites ce matin vous semblent-elles fidèles à ce que vous avez pu observer, entendre tout au long de ces mois de Grand Débat ? Oui, les restitutions qui ont été faites sont non seulement fidèles, mais elles sont loyales, elles sont construites à partir de la parole citoyenne qui a été recueillie. Elles sont construites à partir d'elles. On est peu habitué finalement à lire cette matière parce qu'elle part des mots utilisés par les Français eux-mêmes qui partent de leur situation personnelle, de ce qu'ils vivent. Vous deviez veiller à la transparence et à l'impartialité de ce grand débat. Pour vous, ça a été respecté, il a été honnête, ce grand débat ? Le terme utilisé par le Premier ministre est effectivement adéquat. Le Collège des garants considère que dans les limites qui ont été les siennes, notamment de temps, ce grand débat a été une expérience démocratique réussie. Il a satisfait aux objectifs, aux principes de transparence, d'impartialité, de loyauté. À l'heure actuelle, on a un peu aussi envie de savoir ce qui a pu se passer en coulisses dans votre rôle de garant. Est-ce qu'il y a eu des coups de téléphone? Est-ce qu'il y a des petites consignes? Qu'est-ce qui se dit en dehors des grands débats pour vous de votre côté? Notre instance a réellement été indépendante. Elle a été voulue comme telle et dans le quotidien, nous avons veillé à ce qu'elle le soit. D'abord, nous avons eu un dialogue très constructif avec la mission organisatrice et nous avons cherché à nous faire notre propre opinion en rencontrant des experts, des praticiens, en allant chercher des scientifiques même pour challenger les prestataires auxquels on allait affaire. On était très conscients de l'importance du rôle qui nous était confié et de le conduire pour de vrai et de ne pas être simplement un comité des sages
qui n'entreraient pas dans la réalité de la matière. Et alors ce matin, vous êtes intervenu vous-même au Grand Palais et vous avez tout de même pointé du doigt un problème dans ce grand débat. Je voudrais qu'on écoute un extrait de votre intervention et vous nous expliquez tout cela après. Si notre collège estime que l'implication personnelle du président de la République ne remet pas en cause l'impartialité globale du grand débat, nous considérons que son hyper-médiatisation a pu nourrir le doute sur la nature et l'objectif du grand débat national et a en tout cas polarisé l'attention sur le chef de l'État en occultant pour le grand public la richesse de la parole collective qui en était le véritable enjeu. Alors, tout n'a pas été parfait, il est quand même là le bémol pour vous ? Tout n'a pas été parfait, au dire même du Premier ministre, essentiellement parce que il a fallu finalement relever un nombre de défis considérables. On ne parle pas beaucoup du défi logistique qu'a représenté la numérisation de tous ces cahiers citoyens, de Mais là, ces vous parlez courriels d'une qui ont été polarisation du envoyés. grand débat sur Emmanuel Macron et Oui. d'un problème autour de sa médiatisation. Vous incriminez qui ? Emmanuel Macron qui s'est trop impliqué, qui aurait nuit au grand débat, ou les médias qui en auraient trop fait autour de ses interventions à lui ? À vrai dire, on focalise à nouveau sur ce sujet alors que nous sommes intervenus sur cette question au moment où elle se posait, c'est-à-dire quand on a considéré au départ qu'il était très utile pour que le chef de l'État s'implique dans la médiatisation finalement du grand débat, qui a été un élément important de sa réussite. Donc, à cette époque, au départ, nous avions dit que c'était souhaitable, effectivement, que les Français soient conscients de l'enjeu, y compris personnel, que le chef de l'État y mettait. Et au fur et à mesure, nous avons effectivement considéré, c'est un commentaire parmi d'autres, que l'hypermédiatisation dont cela faisait l'objet pouvait créer de la confusion dans l'esprit de nos concitoyens sur l'objet réel de ce grand débat. Pour vous, il n'aurait pas fallu, par exemple, que les chaînes info diffusent en longueur les interventions du chef de l'État. Mais je vous demande votre avis, on est à l'heure du bilan, donc c'est même pas une critique, c'est juste une Oui, question. absolument. Mais pour l'avenir, c'est le cas, ça sera le cas demain lors de la publication de notre rapport. Nous préconisons plutôt que le cadrage soit clair, voire plus clair, donc c'est pas ça qu'on remet en cause, mais que pendant la tenue du débat lui-même, l'initiateur du débat soit un peu plus en retrait. Finalement, c'est la simple application du principe de neutralité que nous étions amenés à veiller, en fait, comme garant. Je voudrais aussi vous faire réagir aux critiques des oppositions. On a entendu des mots parfois très durs, on va les voir. Une méthodologie biaisée, une démarche non scientifique qui rend des données non exploitables, des questions qui orientent nécessairement les réponses, rendez-vous manqué, grand barnum de communication. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Nous avons pris grand soin à nous entourer, y compris de la recherche scientifique, pour vérifier la robustesse, la crédibilité des analyses qui seraient faites de la parole citoyenne. On était très attachés à cela et le Collège des garants, pour le coup, garantit la crédibilité de la restitution. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de représentativité au sens où on l'entend dans les instituts de sondage, avec un panel très clair de plusieurs catégories socio-professionnelles, plusieurs âges. Il est là aussi peut-être le bémol de ce grand débat et de ces restitutions, c'est qu'il est un peu caduque du fait que ce ne soit pas un panel représentatif des Français, si ? La vie politique se satisfait beaucoup de l'analyse des sondages. Là, elle a une matière beaucoup plus riche d'une certaine manière, qui est moins immédiatement exploitable peut-être, si on ne prend pas la peine de regarder de plus près, mais elle est inédite. La manière dont nos concitoyens se posent les questions est extrêmement intéressante pour les hommes politiques qui feraient bien d'y regarder de plus près au lieu de balayer ça en disant ça n'a pas la représentativité d'un sondage. Certes, ça n'a pas la représentativité d'un sondage, mais ça a peut-être plus de légitimité auprès de la population qui voit bien que les sondages ne rendent pas compte de la complexité, des nuances qui peuvent se faire. Et je crois au contraire que cette restitution qui est plurielle, qui montre la complémentarité des modes d'expression qui ont été proposés aux Français dans ce grand débat, est extrêmement riche. Vous avez été frappé d'ailleurs du degré d'implication des Français, des citoyens à ces grands débats. Je pense à Pascal Perrineau qui disait ce matin, il y a des gens qui ne parlent jamais en public. Cette fois, ça a été l'occasion pour eux de prendre la parole en public. Il y a quelque chose qui s'est passé
sur le plan démocratique aussi et citoyen? Il suffit d'entendre les participants tirés au sort aux conférences citoyennes régionales, ces mini-France qui ont été réunis dans chaque région. Ils sont très conscients de la solennité du moment, en fait. Ils savent que le grand débat a été conçu comme une sortie de crise, une crise violente, avec la conscience d'un malaise social lourd et la bienveillance dont ils ont fait preuve les uns vis-à-vis des autres, cette volonté d'avoir des échanges transpartisans justement et sereins, était vraiment fortement exprimée, précisément par ceux qui ne sont pas habitués à participer à des réunions politiques ou même à un engagement associatif. Et c'est un premier bilan de ce grand débat. Merci infiniment Nadia Bellaoui d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes donc garante du grand débat national et vous allez reprendre vos activités de secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement très rapidement. Merci beaucoup. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Benjamin Corrier à Thierry Fabre. On va s'arrêter sur une partie précise de ces restitutions, celle qui concerne l'économie et la fiscalité. Il y a une immense exaspération fiscale, nous dit le Premier ministre. Nous devons baisser plus vite les impôts, ajoute-t-il. Alors on va essayer d'être pragmatique. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Éclairage dans quelques secondes avec nos invités. D'abord ce sujet et ses explications d'Hugo Lemonnier. C'est un thème qui a suscité énormément de contributions. La fiscalité, un thème qui divise les Français. Aucune majorité absolue, mais un constat domine, le sentiment de payer trop d'impôts. Un avis partagé dans 40% des contributions au cahier citoyen. Un Français nous dit par exemple arrêtez cette usine à gaz. Trop à la fois en nombre d'impôts mais surtout en niveau de prélèvement. L'effort fiscal est mal réparti. Il pèse trop sur les classes moyennes. Même engouement pour le débat sur la fiscalité, cette fois-ci sur Internet. Plus de 400 000 personnes ont répondu au questionnaire en ligne et toujours le même ras-le-bol fiscal. Pour réduire le déficit public de la France, seuls 4% des participants répondent qu'il faut avant tout augmenter les impôts. Et vous le voyez, elle se prononce très nettement pour une réduction de la dépense publique. 56% se prononcent en faveur de la baisse des dépenses de l'État. C'est la seule réponse majoritaire. Parmi les baisses d'impôts demandées, la TVA, notamment sur les produits de première nécessité. Point de départ de la révolte des Gilets jaunes, la fiscalité écologique reste aussi un point de crispation. 58% des répondants s'y déclarent opposés. Plus étonnant, moins de 20% demandent le retour de l'ISF. À la tribune, le Premier ministre ne fait pas de proposition, mais dresse un constat sans appel. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Une orientation que le chef du gouvernement va devoir présenter au Parlement. D'abord à l'Assemblée nationale ce mardi, puis ce sera au tour des sénateurs mercredi. Avec nous pour le match des idées ce soir, Benjamin Corrier, bonsoir. Économiste, coprésident des économistes atterrés, co-auteur de ce livre Vers une république des biens commun. Thierry Fabre, bonsoir. Bienvenue à vous également, rédacteur en chef à Challenge. On va regarder la une de cette semaine. Intelligence artificielle, les Eldorado de l'emploi, les métiers en péril. Merci à tous les deux d'être ici. Édouard Philippe évoque l'immense exaspération fiscale des Français. Il parle même de tolérance fiscale zéro. Est-ce que c'est un constat qui vous semble juste, Benjamin Corrier? Non, non. Bon, malheureusement, on n'a pas évidemment le détail encore de tous les retours. Mais quand on consulte un peu ce qui nous est dit par les gens qui ont eu accès aux plateformes ou qui ont travaillé dessus, on s'aperçoit qu'il y a une demande de rétablissement des SF, il y a une demande d'augmenter les tranches de revenus, il y a une demande de taxer les GAFA, il y a une demande de attaquer les paradis fiscaux. Il n'y a pas d'exaspération fiscale d'après vous? Il se trompe le Premier ministre quand il parle de ça? Oui, je pense qu'il y a une demande de justice fiscale. Clairement, les classes les plus défavorisées ont l'impression, et à juste titre, qu'elles en payent trop, et beaucoup trop. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, moi, je pense qu'on va avoir un grand débat, alors cette fois-ci, dans les semaines qui viennent, entre citoyens, commentateurs, analystes, etc., sur le sens de ce qui ressort. Je suis très frappé de ce pilonnage sur le thème exaspération fiscale, alors qu'il y a
le vrai message, c'est rétablissement de l'égalité fiscale. Avec C'est effectivement... une manière de faire diversion avec ce moi je terme, c'est ça que vous soupçonnez trouve. Moi je suis très gêné. Je suis très gêné par ce pilonnage, surtout que j'ai bien pris soin d'indiquer tous les points sur lesquels il y a une demande d'augmentation de la fiscalité pour les plus favorisés qui, depuis 20 ans, depuis le néolibéralisme, ont bénéficié outrageusement de la politique fiscale. Donc ce ne serait pas un problème de consentement à l'impôt, mais plutôt une demande de justice fiscale. Alors il faut juste savoir, dans les débats, moi j'en ai fait un certain nombre, les demandes étaient souvent contradictoires. À la fois, il y avait une exaspération quand même en disant on paye trop d'impôts, mais on veut plus de services publics. Donc, mais il y a quand même la demande sur l'impôt, elle est réelle, elle ne date pas d'hier. On se rappelle la fameuse formule de Pierre Moscovici sur le ras-le-bol fiscal. Il avait, à l'époque, matérialisé cette exaspération parce que, rappelez-vous, les milliards de prélèvements de François Hollande, où il avait dit seulement les riches seront touchés. En fait, tout le monde avait été touché. Et donc, il y avait eu un cap qui avait été franchi. Et on voit bien qu'il y a effectivement cette demande de justice. Mais globalement, il y a quand même cette manifestation qu'on paye trop d'impôts qui sont mal répartis, mais qu'on en paye trop. Et c'est normal, c'est-à-dire quand on atteint ce niveau de prélèvement obligatoire, on est devenu les champions du monde. Eh bien, dans les pays qui atteignent ce niveau-là, il y a automatiquement une certaine exaspération. Moi, j'ai regardé les modèles nordiques qui sont restés à notre niveau pendant de nombreuses années. Il y a eu, à un certain moment, des jacqueries fiscales en Suède, parce que les gens commençaient à dire c'est trop. Donc, il y a, je veux dire, donc, le fait qu'il parle d'accélérer la baisse des impôts, c'est plutôt une bonne direction. Non, mais c'est-à-dire qu'on voit bien la présentation, elle est effectivement orientée, parce qu'il prépare à une baisse d'impôts. Mais il ne faut pas pour autant nier le diagnostic. Il y a beaucoup de diagnostics, dans beaucoup de sens, mais le sens sur les impôts, il est quand même tout à fait réel. C'est pas parce que l'orientation de la présentation n'enlève pas le diagnostic. Non, mais il est tout à fait exact, quand on lit en tout cas ce qui nous revient, mais on n'a que des petits bouts, je pense que ça va prendre un peu de temps. Il est tout à fait exact que l'impôt sur les revenus pour les couches les plus pauvres, que la TVA zéro pour les produits de première nécessité, etc., vont dans le sens de il y a trop d'impôts, etc. Mais je suis extrêmement frappé quand même qu'on ne dise rien sur toute l'autre dimension qui tempère le trop d'impôts par... Et c'est surtout ça qui me frappe, mieux d'impôts, quelque chose de plus égalitaire, de mieux réparti. Parce que vous l'avez dit vous-même, en même temps, il y a une très forte demande de remailler et de revivifier le service public, et notamment le service public territorial. Bon, donc, je veux dire, les Français ne sont pas stupides, ils savent bien que ça ne peut pas se faire à coût zéro. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que la dimension excès d'impôts, notamment pour les couches les plus pauvres, est absente. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais dire, le grand débat nous dit abaissons massivement les impôts, c'est faux. Le grand débat ne dit pas ça. Voilà. Simplement, là, on voit bien, il faut quand même remettre en face les masses. On parle beaucoup de justice fiscale et ce qui a été pointé, c'est souvent les cadeaux faits aux plus riches. Mais rappelons que l'ISF, c'est 5 milliards d'impôts. C'est 5 milliards. Donc, alors que la masse des impôts, regardez la TVA par exemple, c'est 140 milliards d'impôts. Donc on voit bien que quand on parle des impôts en France, on parle de grandes masses qui touchent beaucoup de monde et on se polarise sur ces impôts, ces prétendus cadeaux qui ont été faits aux riches, qui ne concernent qu'une petite minorité donc ils sont un symbole. Et pour avoir un effet sur la population, effectivement, si on veut alléger le fardeau fiscal, il faudra prendre des mesures de beaucoup plus grande ampleur. Non mais c'est pas, si vous voulez, on se focalise sur l'ISF et à juste titre, parce que c'est éminemment symbolique, mais si on raisonne plus techniquement, il y a eu bien d'autres cadeaux fiscaux. Il y a eu la flat tax, il y a eu... On est dans 3 milliards d'impôts, en tout ça fait 5 milliards. Non, donc, vous voyez, la flat tax, c'est l'ISF. L'ISF, ça a été supprimé qu'à moitié, donc vous voyez, on est dans il y a l'abaissement de l'impôt sur les sociétés qui est déjà commencé, qui va se poursuivre. Bon, il y a toute une série, il y a 6 milliards de crédits d'impôt recherche sur lesquels il y a vraiment à discuter, compte tenu de l'importance des effets d'aubaine qu'il y a là derrière. Donc, si vous voulez, on est quand même sur des masses importantes. Prenons cette idée citoyenne qui est de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Gérald Darmanin a déjà exprimé ses réticences, c'était hier à lire dans le JDD. La difficulté avec la TVA, dit-il, c'est que la baisse ne se répercute pas forcément au profit du consommateur. Il ne faudrait pas qu'une perte de recettes pour l'État se traduise seulement par une augmentation des marges des distributeurs. C'est souvent ce qu'on a observé par le passé.
il ferme déjà la porte à la suppression. Vous savez, de la TVA. là-dessus, la TVA, il y a une mauvaise historique. Rappelez-vous, la TVA dans la restauration, on l'avait baissée à 10%, en espérant qu'il y aurait des gains d'emploi et des baisses de prix. Rien n'est venu. Il y a eu des études d'économistes extrêmement poussées qui ont montré que c'était un échec. Donc ça a coûté aux finances publiques et donc ça n'a pas eu les effets économiques et sociaux escomptés. Les TVA sur les produits de première nécessité, c'est a priori sympathique. C'est-à-dire pourquoi taxer des produits de première nécessité? C'est populaire, donc c'est une mesure a priori de bon sens. Mais si l'effet économique n'est pas au rendez-vous, s'il n'y a pas baisse des prix, il vaut mieux privilégier une véritable baisse d'impôts, une baisse de CSG pour les bas revenus, je ne sais quoi. Mais non, mais c'est-à-dire en ayant confiance. Alors, essayez. C'est-à-dire que si les études d'économistes montrent qu'il y a eu des erreurs par le passé, c'est-à-dire que c'est un risque sur les finances publiques. Et autant cibler la mesure qui sera vraiment efficace pour le pouvoir d'achat. Parce que, juste je termine, l'effet sur le pouvoir d'achat, quand on prend des mesures pour les catégories populaires, elle est vraiment réelle. Les 10 milliards d'euros qui ont été injectés, on a déjà des études économiques qui montrent que ça va avoir un effet puissant dans l'économie. La France va même sauver sa croissance cette année en partie grâce à ça. Oui. Donc là, on est sûr que ça marche. Alors que la TVA, rien n'est sûr. Oui, mais il faut faire très attention. Je vous rends des points. Hein. Je pense que ce n'est pas automatique qu'une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité peut être mangée effectivement par les intermédiaires et les distributeurs et les consommateurs ne pas en voir la couleur. Il y a quand même certainement techniquement des précautions qu'on peut prendre de manière à faire en sorte que on ait quand même un certain nombre d'effets. Bon, mais c'est vrai qu'il y a ce problème. Mais si vous voulez, la question qui est importante, c'est que en même temps que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les hausses sur la CSG des retraités, etc., c'est énormément d'argent. Bon, et c'est ça aussi qui est mis en question. Dans les retours qui nous viennent, il y a cette idée, c'est pour ça moi je veux vraiment insister sur cette idée, qu'il y a eu une orientation de ce démarrage de quinquennat totalement qui va à contre de ce qu'est la demande aujourd'hui. Alors, moi je veux bien qu'on essaye, comme un grand mamamouchi, de réinterpréter tout ça en disant moins d'impôts. S'ils vont uniquement vers moins d'impôts, ça va mal se passer. L'autre chose que je voulais dire sur les prélèvements obligatoires, nulle part, moi j'ai vu en tout cas, j'ai vu des demandes de baisse d'impôts, on en a parlé, j'ai pas vu des demandes de baisse de cotisation. Pourquoi ? Parce que les cotisations sociales qui nous payent la sécurité sociale, qui nous payent les retraites, ça, nous font faire des économies. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je voudrais juste dire ça. Les dépenses de santé en France, grâce à la socialisation, coûtent 11% du produit intérieur brut. Aux États-Unis où c'est privatisé, ça coûte 19%. Donc je veux dire, le principe de socialiser par les cotisations, qui fait que les prélèvements obligatoires sont élevés, fait faire des économies et protège les Français. Alors, et d'ailleurs, il n'y a pas de demande de baisse de ça, vous l'avez remarqué. Il y a un autre sujet qui a émergé du grand débat de manière très significative, c'est celui de la dépense publique. Les Français sont très sévères. Je voudrais qu'on écoute la restitution d'un des médiateurs ce matin. Je vais vous donner les mots d'un citoyen qu'on a pu lire dans les courriers. Il nous dit « Arrête du gaspillage public, les doublons qui ne servent à rien doivent s'arrêter ». Viennent alors le constat d'une dette publique insoutenable sur laquelle il faut agir. Dans les contributions collectives, dans les réunions locales qui se sont réunies un peu partout en France, on voit le sujet de la transparence de la dépense publique qui apparaît également très clairement. Et les Français nous ajoutent allons vers la simplification, nous sommes souvent complètement dépassés par cette usine à gaz fiscale qui réapparaît dans les contributions des réunions collectives. Gaspillage, manque de transparence, usine à gaz, nous sommes dépassés. Vous êtes d'accord avec les Français ? C'est ce qu'on a constaté moi-même, les réunions auxquelles j'avais pu assister, c'était extrêmement frappant de Français qui se plaignaient de ce millefeuille territorial, par exemple, de cette complexité administrative, et qui l'a dénoncé, qui se plaignaient aussi d'aspects très symboliques comme les avantages des élus, certains avantages. Mais donc il y a une prise de conscience de l'organisation souvent kafkaïenne de notre État. Publique. Voilà. Alors après, que faire ? C'est-à-dire que moi, la grande crainte qu'on voit, on voit bien les injonctions contradictoires
d'un État qui dit vouloir baisser les impôts, mais qui dit aussi vouloir répondre aux besoins de services publics de la population. C'est-à-dire les deux ne sont pas faisables en même temps. On ne peut pas augmenter les dépenses et baisser les impôts. Donc la logique, s'ils veulent baisser les impôts, ce serait quand même de baisser les dépenses. Mais comment ? Et là, la réforme de l'État telle qu'elle est engagée jusqu'alors, elle n'est pas très ambitieuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affichage, mais si vous voulez pour Il n'y a pas une rationalisation en cours. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un début, mais la crainte c'est que si on veut baisser les dépenses, on peut le faire de façon bête et méchante en faisant ce qu'on appelle du rabot, c'est-à-dire réduire les dépenses pour tout le monde, ou on peut essayer de la faire de façon intelligente en réorganisant les services. Et la réforme telle qu'elle est lancée, eh bien, elle c'est mal parti. Pas mal de doutes sur la réalisation, ça manque d'ambition, les rapports ont mis du temps à se mettre en place. Donc c'est ça le risque de vouloir, si on décide de baisser les dépenses mais de façon brutale, en fait ça va être le rabot pour tout le monde et au final on n'aura pas gagné grand-chose. Benjamin Corrier. Oui, je pense qu'ils vont avoir de très grosses difficultés à baisser la dépense publique parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Si on baisse les impôts, et c'est ça qui est annoncé, encore une fois, et il n'est pas annoncé... C'est le premier message, en tout cas. Oui, il n'est pas annoncé, on va rétablir l'équité fiscale. Il est annoncé, on va baisser les impôts. C'est ça qui me frappe, et c'est ça qui me fait craindre le pire. Parce que abaisser les impôts sans rétablir l'équité fiscale, et on a écarté d'emblée l'ISF, on a écarté la question de la TVA, etc. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État va se retrouver avec une capacité de dépenser moindre, l'ensemble des revendications qu'on a sur la rénovation des services publics, sur la rénovation des territoires, on va la financer avec quoi? En vendant les routes secondaires aux entreprises d'autoroutes qui ont exercé une rapine absolument folle. Donc, je veux dire, je pense qu'il se prépare un certain nombre de difficultés, hein, parce que on ne peut pas tout faire à la fois. Je veux dire, il serait beaucoup plus sage, même pour ce gouvernement qui, on le sait, a une option néolibérale, de dire on va aller vers l'équité fiscale et on va redistribuer les choses, parce que ça lui donnerait des marges. Parce que s'il fonce comme il a l'air de le faire, sur on va baisser les impôts, on va baisser la dépense publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va restreindre le périmètre, d'ailleurs, d'une certaine manière... Et moins de services publics. Bien sûr, d'ailleurs, d'une certaine manière, hein, en même temps qu'il y avait le grand débat dont, le gouvernement ne cesse de chanter les louanges. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le vote de la loi Pacte et on privatisait 3 entreprises publiques de plus. On n'écoute rien. Il y a une chose quand même que vous n'entendez pas. Il y a une chose que vous n'entendez pas dans votre discours, c'est sur les dépenses. On voit bien que les Français ont pris conscience de la complexité administrative. Et ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est-à-dire que vous êtes contre la baisse des dépenses, mais on peut baisser les dépenses intelligemment. C'est-à-dire quand vous avez des doublons administratifs, quand vous avez un millefeuille territorial, et les Français l'ont vécu, ça, ils ont envie que ça change. Oui, et c'est là-dessus qu'une politique offensive, puisque aucun gouvernement n'a réussi à le changer, serait bienvenue. Écoutez, on va aller vite. Moi, j'ai aucun souci sur le fait qu'on peut faire mieux dans le déploiement administratif, supprimer des échelons intermédiaires, etc. Mais quand, au lieu de lancer une réflexion sur ça, y compris en mobilisant les agents, on commence par dire, en campagne électorale, on va supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, et qu'ensuite on nous parle de ça, j'ai les pires inquiétudes, parce que la conclusion, elle est déjà donnée. Elle est dans le départ. Tout dépend comment on le fait. On peut réduire de 120 000 fonctionnaires sur 5 millions en le faisant intelligemment. Expliquons-nous qu'on va faire un meilleur déploiement territorial et voyons si ça permet d'économiser des gens et combien. Mais on ne commence pas par dire on va en prendre 120 000 et ensuite on découvre qu'il y a un problème de déploiement territorial. Et on verra très vite ce que ça va donner concrètement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, ça continue. #OVPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. On va poursuivre notre analyse de ces restitutions, mais sous un angle plus politique cette fois. Édouard Philippe se félicite de la réussite de ce grand débat national. Il en tire des enseignements très positifs. La vraie question maintenant, c'est comment va-t-il transformer l'essai? On ouvre le débat avec nos invités dans un instant. D'abord les réactions avec Jonathan Dupriez et Adrien Develay. Au Grand Palais, Édouard Philippe a dessiné les contours de la sortie du grand débat. Le Premier ministre a relevé une exaspération fiscale d'une partie des Français. Il plaide désormais pour une rapide baisse des impôts, sans toutefois en préciser la nature. Après 2 mois de consultation, l'exécutif sait qu'il devra aller loin dans les propositions. En plus, on n'a pas organisé le grand débat national pour ne rien faire.
n'a pas organisé le grand débat national pour acheter du temps, contrairement à ce que certains opposants politiques ont bien voulu dire. D'ailleurs, je rappelle que celles et ceux qui nous font ce procès aujourd'hui de savoir si on va répondre ou non aux questions sont celles et ceux qui nous expliquaient au mois de janvier que ce grand débat national ne servira à rien et que personne n'y participerait, ou que même pire, les maires refuseraient de l'organiser. Donc on voit bien que chaque chose en son temps. Comme l'a dit le Premier ministre, il ne faut pas traiter tout cela avec mépris. Là, c'est le temps de la restitution. Au-delà de la fiscalité, d'autres propositions remontent du grand débat. Plus de services publics de proximité, réinventer la démocratie ou encore agir rapidement contre le réchauffement climatique. C'est la complexité, la subtilité de la réflexion des Français. Ils ne se contentent pas de slogans, de yaka faudrait, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, peut-être le Premier ministre à la tribune. Et ils sont rentrés, certes, ils se sont beaucoup exprimés. Au fond, il fallait que la parole sorte, que les colères aussi, les inquiétudes, mais aussi les espoirs sortent. Le temps de la restitution devra ensuite laisser place au temps de la réponse politique. Pour sortir de la crise, Laurent Berger plaide, lui, pour plus de justice sociale. Ce n'était que finalement, et c'était déjà beaucoup, mais la restitution de la parole des Français. Maintenant, ça dépend ce qu'on va en faire. Et je réitère l'appel lancé par 19 organisations, dont la CFDT, autour d'un pacte du pouvoir de vivre qui allie à la fois de la transition écologique et en même temps de la justice sociale. Dans l'assistance, presque aucun gilet jaune. Anormal pour certains parlementaires de l'opposition, pour qui la consultation s'apparente à une opération de communication. Alors c'est un show bien huilé en termes de com. Après, comme l'a dit d'ailleurs, comme l'ont dit les garants, c'est une photographie. C'est en aucun cas quelque chose de scientifique qui parle des Français, mais ceux qui ont participé. À la suite de cette semaine de restitution, Emmanuel Macron se chargera des annonces politiques. Elles pourraient survenir mi-avril et durer jusqu'à l'été. Avec nous pour le grand débat dont on va plus loin ce soir, Alexandre Malafaille, bonsoir. Président du think tank Sinopia. Jean-Philippe de Rosier, bonsoir. Bonsoir. Institutionnaliste et membre du think tank L'Hétérie. Isabelle Véramasson, bonsoir. Directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Et Emmanuel Rivière, bonsoir. Et bonsoir. Également. Directeur général de l'Institut de sondage Kantar Public France. Merci à tous les quatre d'être ici. Alexandre Malafaille, quel est votre regard sur les restitutions qui ont été faites ce matin? Quel est votre bilan général? Le bilan général, c'est qu'il y avait un objectif, il fallait ramener le calme dans le pays en décembre, il fallait trouver une solution, ça c'est globalement réussi. Maintenant, ça fait monter les enchères, c'est ce qu'on disait en aparté avant que l'émission démarre. Le prix, si je puis dire, des actions à monter, il va vraiment falloir maintenant traduire tout ça en réalité. Alors c'est vrai que le message de ce matin, quand on entend le Premier ministre parler, on a l'impression en fait que finalement, il a bien compris la leçon que les Français lui ont donnée. C'est vraiment une leçon de démocratie, en fait. Ils n'ont pas pris en considération, sans doute, l'écoute qu'il fallait avoir pendant 2 ans ou 1 an et demi. Ça s'est traduit par une crise. De là, on est rentré dans un processus politique innovant, certes, avec ce grand débat. Mais la deuxième grande leçon, c'est que, voilà, ils sont en train de comprendre que pour gouverner, il faut faire avec. Et que quelque part, quand le Premier ministre termine son intervention en disant « j'ai appris à composer », d'une certaine façon, il a appris à gouverner. Et que ça, voilà, on a envie, au-delà des mesures, des propositions, on reviendra après sur la sortie du grand débat, mais on a envie que ça, ce soit une réalité qui fait que tout d'un coup, les gens qui sont aux affaires, qui arrivent aux affaires, qui ont été élus dans des circonstances quelles qu'elles soient, particulières ou très bonnes, comprennent que de toute façon, voilà, on ne peut pas mettre les Français de côté pendant 5 années. Et qu'après, quand on se dit il faut faire de la démocratie autrement, bah oui, il faut vraiment la faire autrement. Et il faut tenir compte du fait que voilà, le fait d'être élu, de fabriquer la loi, ne veut pas dire qu'elle est rentrée dans le cœur des gens. L'acceptabilité, c'est un sujet majeur. Et c'est ça qui est aujourd'hui en question autour du grand débat. Jean-Philippe de Rosier, vous êtes d'accord? Vous voyez le verre à moitié plein. Vous aussi, vous dites finalement, il y a peut-être une leçon qui a été retenue de la part Ce qui est incontestable, c'est qu'on a eu un processus politico-démocratique innovant. Ça ne s'était encore jamais véritablement fait qu'il y ait une telle mobilisation. Il y a eu des chiffres qui ont été avancés, plus de 500 000 personnes. Je vais vous les donner dans un instant. Oui, mais comme ils divergent les unes des autres, parce qu'il y a près de 2 millions de contributions, mais parfois il y en a qui postent plusieurs fois la même contribution. Donc bon, mais en tout cas, il y a une mobilisation importante. Massive, je ne sais pas, mais en tout cas importante. Donc ça, c'est déjà un premier succès. Maintenant, effectivement, on est dans l'attente. Comme depuis le départ, en réalité. Vous l'avez très bien dit, le grand débat était d'abord une solution à une crise de l'instant. La crise des Gilets jaunes, et on a vu qu'elle a permis de l'estomper, mais pas de la résoudre, parce que tous les samedis, depuis le mois de décembre, on a encore de la mobilisation, et il y a quelques semaines, elle a encore même été particulièrement forte. Et on est encore dans l'attente parce que le grand débat national s'était officiellement achevé le 15 mars. Il s'achève un petit peu plus aujourd'hui, et il va continuer à s'achever encore entre le 15 avril et le 15 mai, avec les annonces qui vont être faites par le chef de l'État. Donc on maintient cette attente. Quelque part, effectivement,
simplement pour montrer peut-être que l'on prépare les solutions, mais là aussi, on l'a dit, ça fait monter les enchères. C'est-à-dire que plus on attend, plus... les attentes sont fortes. Alors, vous avez évoqué les chiffres. Moi, je les ai très précisément. On va vous les donner. Vous me direz d'ailleurs si ça vous semble si massif qu'on l'a dit. 90, c'est le nombre d'heures passées par Emmanuel Macron dans les grands débats. C'est massif. 10 134, c'est le nombre de réunions locales, environ 500 000 citoyens. 1 932 881 contributions en ligne, faites par un peu plus de 506 000 Français. Donc ça, c'est précis aussi. 18 300 cahiers citoyens récoltés. Emmanuel Rivière, est-ce que ça vous semble beaucoup, pas beaucoup, représentatif? Vous y connaissez en représentativité en termes de sondage. Il n'y a pas de panel, mais... Il y a deux questions très différentes. Alors, effectivement, je suis sondeur et moi j'ai plutôt l'habitude d'essayer de dire si c'est beaucoup, pas beaucoup, pas juste est-ce que ça m'a impressionné, mais par référence à des exercices équivalents. Il n'y en a pas beaucoup en France de débats, de grands débats. Il y a eu le grand débat national sur l'avenir de l'école, que tout le monde a oublié au début des années 2000, piloté par Claude Tello et donc sous l'égide de l'UFERI. Puis il y a eu le débat sur l'identité nationale, voulu par Nicolas Sarkozy et piloté par Monsieur Besson. En termes de contribution, on était bien en deçà sur le débat sur l'identité nationale. C'était une posture très politique. Il y avait des gens qui étaient dans le pays tout simplement contre l'existence même de ce débat. C'était mieux sur le grand débat sur l'avenir de l'école, avec beaucoup de réunions publiques aussi, beaucoup moins en termes de contributions en ligne, parce que aussi les outils Internet n'étaient pas les mêmes. Par rapport à ça, je crois qu'on peut dire que c'est effectivement... Oui, c'est un succès. Et, moi, l'exercice dans lequel je ne rentre pas, c'est de dire quelle est la proportion de Français qui... Parce que moi, je sais bien que les Français qui disent oui, on veut contribuer, on veut qu'une... Et qui prennent la parole quand on a leur temps, que ce soit dans les collectivités locales, puisqu'on a aussi ça comme référence, avoir quelque chose comme 3% des Français qui auraient contribué, je trouve que c'est bien. Et donc, c'est une matière. Après, non, ça n'est pas représentatif, et c'est pas le sujet. L'exercice représentatif, c'est le sondage. Et ce n'est pas du tout de ma part une manière de se faire du prosélytisme. Ça coûte moins cher par ailleurs, mais ça remplit pas le même objet. Là, la consultation... C'est une recherche de légitimité, la plus... Ça met en mouvement un pays et l'ensemble de ses parties prenantes autour de l'idée qu'on va discuter. Alors ça tend un miroir au pays, et ça c'était la première étape aujourd'hui. Je pense que dans le miroir qui a été tendu par les différents intervenants et le Premier ministre, si on a bien tout écouté, les Français se sont reconnus. Mais on n'a pas appris grand-chose quand on fait mon métier par ailleurs, parce qu'on sait bien que c'était ça qu'il y avait en tête. L'autre question c'est, et là pour l'instant on est au milieu du game, mais c'est normal à ce stade, est-ce qu'on va partager la décision publique ? C'est-à-dire, est-ce que le Premier ministre ayant dit, c'était très bien de le rappeler, oui, j'ai compris des trucs, on est sorti de cette posture qui consistait de la part des décideurs de dire, oh là là, les Français, ils résistent, ils sont pas contents, on va leur expliquer. Là, c'est les Français qui ont dit, on va vous expliquer des trucs. Est-ce que maintenant on va partager la décision publique? Ça, c'est l'exercice très difficile qui reste encore à accomplir. Isabelle Vermasson, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais juste préciser, dans l'entourage du Premier ministre, on se félicite très clairement du succès de ce grand débat. Dans le Parisien, certains se sont exprimés, alors de manière anonyme, mais voilà ce qu'ils ont dit. En décembre, les organisations syndicales disaient qu'on était fou d'organiser un débat. Combien ça serait terrible et qu'on allait susciter des batailles rangées. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est un proche d'Édouard Philippe qui dit ça et le Premier ministre a répété ce message ce matin. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. C'est un temps où nos concitoyens ont échangé entre eux, où ils se sont écoutés. Contrairement à ce que certains redoutaient, ces réunions publiques se sont déroulées dans des conditions d'ordre public exemplaires. Elles ont fait honneur à notre pays, dont chacun sait le goût pour la politique. L'envie de nos concitoyens de refaire le monde, de refaire la France. Elles ont fait honneur d'une certaine façon au débat démocratique en étant très loin des exemples de violence que d'autres se complaisent à donner chaque samedi. Isabelle Vermasson, quel est votre regard? Vous voyez, on a titré victoire démocratique ou victoire politique, peut-être les deux d'ailleurs, ce grand débat.
Alors, ça a été dit, relatif succès de ce débat. C'est vrai qu'il a existé ce débat en France, presque partout, mais pas complètement partout. Moi, je crois que rien d'extraordinaire n'est sorti de ce débat, mais je ne pensais pas que quoi que ce soit d'extraordinaire devait sortir de ce débat. En revanche, l'exercice lui-même me paraissait très important. Et il est innovant parce qu'il supposait, pas contrairement, mais différemment des sondages, qu'il y ait des échanges et que chacun, confrontant son opinion à quelqu'un d'autre, à une altérité, modifie éventuellement sa propre opinion de départ. Ce qui n'arrive pas dans les sondages, c'est pas fait pour ça. Ce qui n'arrive pas dans les débats politiques, ils sont rarement faits pour ça. Donc là, de la question du débat pouvait naître éventuellement une sorte de consensus. D'ailleurs, on parle souvent de conférences de consensus. Donc, il y a cette idée que par le débat pourrait naître une sorte d'accord sur les décisions qui vont être prises. Ça, je ne crois pas que ce type de débat-là ait véritablement eu lieu. C'est-à-dire que on voit bien que ça a été, que ces débats, il y a eu des débats qui ont, d'abord, reprenons le propos des garants, un peu trop centré sur le président de la République. Et je pense que ce qu'a fait Emmanuel Macron, ce n'est pas un débat, hein, c'est plutôt... Enfin, oui, voilà, le mot meeting est un peu polémique, mais en tout cas, ce sont des consultations, ce sont des expressions, mais pas véritablement de débat, parce qu'un débat, il faut l'un parle, l'autre répond, puis le troisième doit... Et puis on repart. Pas des questions et des réponses du président. Là, c'était trop questions-réponses. Le débat doit, encore une fois, il faut qu'il y ait un échange pour qu'on puisse, encore une fois, modifier son point de vue de départ. Donc il y a, oui, mais ça ne suffira pas. En tout cas, l'exercice démocratique ne suffit pas. Et c'est là qu'il y a le risque. Voilà. Et moi, je pense que cet exercice démocratique aurait pu suffire en soi. Il aurait fallu probablement beaucoup plus de temps. Il aurait fallu aller chercher les gens qui n'ont pas l'habitude de débattre, dans les banlieues, chez les jeunes, chez les gens qui n'ont pas la parole. C'est un autre exercice qui aurait dû durer sur une année. Mais c'est déjà un premier, c'est une chose. Le risque, c'est que ça procure plus de déception, puisqu'on va finalement qu'on n'a pas eu véritablement... Ça, on va voir. Oui, mais je dis bien le risque, c'est qu'on va finalement attendre ce que va dire Emmanuel Macron. Et est-ce que Emmanuel Macron pourra satisfaire quelque chose qui n'a pas permis la confrontation réelle des opinions contradictoires? Ça serait compliqué. Oui, non, mais c'est ça, la problématique, c'est est-ce qu'on a reculé l'obstacle pour finalement, en prenant du recul, mieux le sauter, ou en espérant finalement le contourner en mettant sur la table des propositions plus ou moins classiques, mais remises à froid et donc finalement susceptibles d'être acceptées. L'enjeu, il est vraiment là. Jean-Philippe Derozier. On a, avant de revenir sur l'intitulé de l'émission de ce soir, victoire politique ou victoire démocratique, de ce chapitre, on a quand même, ou de ce chapitre, oui, de ce chapitre, pardon, on a quand même un exercice assez exceptionnel qui se déroule aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui a entamé la restitution en tirant le bilan, laissant au président de la République le soin d'avancer les propositions concrètes. Alors que d'habitude, c'est le président de la République qui fixe les lignes, les grandes lignes directrices, et ensuite au Premier ministre qui va concrétiser tout cela. Je me souviens en 2017, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, en 2017, lorsque Emmanuel Macron était fraîchement élu et Édouard Philippe fraîchement nommé, Emmanuel Macron est venu devant le Congrès pour fixer les grandes lignes, et le lendemain, Édouard Philippe est allé devant l'Assemblée nationale pour faire la déclaration de politique générale qui devait concrétiser cela. Donc là, on a quand même un exercice assez particulier qui traduit le fait que le grand débat national, c'est la chose d'Emmanuel Macron. C'est lui qui va proposer maintenant les mesures concrètes et les conséquences qu'il va en tirer. Maintenant, aussi parce que la contestation a été très polarisée sur lui, sur sa personne. Et puis aussi parce que l'exercice se voulait non vertical, justement. Donc c'est pour ça qu'il faut inverser la communication politique traditionnelle. En faisant cela, il remet de la verticalité là où on a voulu en enlever. Parce que il fallait aussi occuper le terrain. De lui. On voyait bien que cet événement-là, aujourd'hui, qui n'apporte pas grand-chose sur le fond, on va dire, mais par contre, il permet d'occuper le terrain entre la fin du grand débat et puis les annonces qui viendront dans les 8 jours, 15 jours. Je pense que c'est vraiment tactique. Alors, de ces restitutions, il ressort une grande défiance à l'égard des institutions et des élus. C'est notre deuxième chapitre. J'ai envie de dire sans surprise, puisque cette hostilité avait largement été exprimée pendant les manifs des Gilets jaunes. Du coup, voilà le type de propositions citoyennes qu'on retrouve. Écoutez. Des élus jugés trop éloignés du terrain. Cette absence de représentation. Nous sommes peu nombreux à savoir comment contacter notre député. Nous ne savons pas ce qu'il vote. Nous ne savons pas s'il siège ou pas. Nous ne savons pas à quelle commission il participe. 53%
estiment qu'il conviendrait de transformer les assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental. 57% vont même jusqu'à penser qu'il serait souhaitable de réduire le nombre des élus autres que les parlementaires. Revoir à la baisse les indemnités et les privilèges des élus et supprimer les privilèges des anciens présidents et des anciens élus. Supprimer le Sénat, dissoudre l'Assemblée nationale et supprimer le Conseil économique, social et environnemental. Emmanuel Rivière, on n'est pas vraiment surpris, mais c'est vraiment haro sur les institutions, haro sur les élus quand même. Hein. À l'origine du mouvement des Gilets jaunes, qui est lui-même à l'origine du débat, il y avait énormément ça, c'est-à-dire il y a quelque chose d'une forme de rancœur. Je crois que le sentiment est très fort, c'est pas juste un constat de dysfonctionnement. On en veut à des gens dont on pense qu'ils nous font du mal et qui ne nous comprennent pas, ne nous considèrent pas. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il était important de montrer à travers la restitution du débat que les gens étaient considérés. Au passage, il y a aussi énormément, se cache derrière ces constats, beaucoup d'informations qui circulent qui sont fausses. Moi, je rencontre tous les jours dans les réunions qu'on fait des gens qui disent et puis la retraite à vie des anciens ministres, c'est scandaleux, etc. Et c'est très difficile d'en faire démordre les gens. Voilà, il y a beaucoup de fantasmes, mais ça sert à rien de se buter sur les fantasmes et dire bah oui, voilà, les gens demandent ça parce qu'ils n'ont pas compris. Ils sont pas informés. La réalité, c'est que tant qu'il y aura des choses qui sont inexplicables, inassumables, injustifiables, eh bien on alimentera les fantasmes aussi. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on remet en jeu et en cause et en clarté et en transparence comment on restaure la confiance surtout. Et comment on restaure la confiance. Et là, je pense qu'il y a un exercice de transparence qui est indispensable. En fait, on ne peut plus rester dans l'idée qu'il y a des choses qui sont mieux à garder pour soi, mieux à garder entre soi. Et c'est vrai que ça a été fortement restitué dans les contributions, dans les différents aspects, avec effectivement là des contributions, des propositions qui sont très très faciles à formuler et qui sont un peu à la hache, à laquelle il sera difficile de ne pas répondre. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde le sait bien ici, le gouvernement, l'exécutif ne sera pas complètement mal à l'aise avec l'idée de réduire le nombre de parlementaires. Ben non, ça fait partie des réformes annoncées par Emmanuel Macron. Isabelle Vermasson. Moi, je voulais relever les propos d'Édouard Philippe. J'ai trouvé que sur ce sujet-là, il était presque émouvant, très personnel, et que ça montre la nature, comment il a pris ce débat lorsqu'il dit, il y a eu des mots très durs, très violents à l'égard des politiques, et lorsqu'il dit, moi, on m'a accusé de vouloir gagner de l'argent alors que je voulais sauver des vies. Je veux dire, la référence... Il parlait de la réforme des 80 km. Il parlait de la réforme des 80 km. Donc on voit bien que cette question de la défiance qu'il met au centre de cette question, vous avez raison de le dire, elle était au départ des Gilets jaunes, et elle va probablement structurer la manière dont on va interpréter ce débat, la manière dont on va décider d'un certain nombre de réformes. Et je pense le fait que Édouard Philippe qu'on ait choisi, je ne sais pas qui a décidé, probablement le président de la République, mais enfin, qu'on ait décidé que c'était le Premier ministre, entouré des garants, de la classe politique, qui présente cela, c'est une manière de dire, on est tous à la manœuvre, pour une fois, parce que souvent, c'est effectivement, ce qui est très classique de la Ve République, on est tous à la manœuvre, cette question de la défiance, cette question de la violence qui nous a été faite à travers les Gilets jaunes, elle doit être portée par la classe politique. Je crois que c'est symboliquement, sur le plan de la communication, très fort la manière dont ça a été présenté, surtout que c'est effectivement à l'envers de ce qui se fait d'abord, c'est-à-dire le président de la République donne les grandes lignes et le Premier ministre exécute. Là, il s'agit bien de rappeler que la question, elle touche toute la classe politique. Si je peux rebondir rapidement sur l'exemple qui a été donné des 80 km/h. Effectivement, là, je pense que c'est un faux procès qui était fait à Édouard Philippe. Il y avait un risque politique encore important. Et je pense que c'est pas vrai de dire qu'on a mis en place ces 80 km/h pour faire les poches des Français. Mais il se trouve que derrière, il y a eu la taxe carbone. Et là, les Français ont dit quelque chose d'assez similaire. Ils ont dit, vous prétendez que c'est pour faire pour préserver l'environnement, pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous, on n'a pas des solutions à la main. La vraie raison, c'est que vous voulez augmenter les recettes fiscales de l'État. Remplir les caisses de l'État, c'est comme ça que c'est. Voilà. Et
là, je ne suis pas complètement sûr qu'on soit très très équipé pour dire non, ce n'était pas du tout ça. Oui, ça permettait aussi de boucler un budget. Et voilà, là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que autant les recettes des radars sont quand même très largement redistribuées à l'équipement qui contribue à la sécurité routière, en l'occurrence, ça n'était pas le cas pour les recettes fiscales de la taxe carbone. Alexandre Malafaille. Oui, on nous a vendu en fait le renouveau démocratique, rappelons-nous, c'est le 5e pilier du programme du candidat Emmanuel Macron. Et associé à ça, il y a eu plein de grands discours de la méthode. On attend les actes. Sur la pratique du renouveau démocratique, on attend vraiment les actes. Alors, on est rentré dans un temps 2. C'est la semaine prochaine. Oui, on va les voir. Mais là encore, il faut qu'on fera regarder de très près la nature de ce qui sera mis sur la table. Parce que les enjeux, là encore, il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Les enjeux, ce n'est pas de réduire le nombre de parlementaires. C'est quelle est la fonction du Parlement, comment on organise le Parlement, quel est le rôle du Sénat, quel est le rôle de l'Assemblée nationale, quels sont les moyens accordés aux parlementaires pour faire leur métier, et peut-être en se posant vraiment la question des moyens qu'on leur accorde, parce que quand même aujourd'hui c'est parfois un peu de bric et de broc, sauf pour quelques-uns, enfin, c'est compliqué de faire ce métier compte tenu de la pression et de la charge qui est là, et on entend, enlevons-leur des moyens, réduisons leurs prérogatives, mais est-ce que c'est le sujet? Est-ce que le sujet c'est pas plutôt de rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif? Est-ce que le sujet aujourd'hui c'est pas de mettre sur la table une problématique de réorganisation au sens déconcentration du pouvoir et de s'appuyer sur un certain nombre de relais intermédiaires, non pas forcément les corps, mais les structures intermédiaires pour que l'État ne fasse pas tout en permanence. L'arc de concentration au sommet, aujourd'hui, montre toutes ses limites. Donc, est-ce que c'est ça qu'on va mettre sur la table ou est-ce que c'est des gadgets pour dire, voilà, peut-être sacrifier le CESE, parce qu'après tout, pourquoi pas réduire... Mais le sujet, c'est aussi plus de proximité. Oui, nous sommes nombreux à ne pas savoir comment contacter notre député. Nous ne savons pas ce qu'il vote ni dans quelle commission il siège. Et donc ça, il y a un lien qui s'est rompu. Absolument, c'est vrai, mais de toute façon, ce lien, il a été rompu depuis très longtemps parce qu'on confond en permanence légitimité et élection. Donc, et par contre, ce qui a été mis sur la table aujourd'hui par le Premier ministre, c'est la démocratie délibérative. Sans qu'on sache trop ce que ça veut dire dans sa bouche aujourd'hui, parce qu'il a parlé de démocratie participative, et aussi tout d'un coup, il a mis ça sur la table. C'est très intéressant, parce que là, pour le coup, la délibération, ça veut dire qu'on va véritablement rentrer dans une logique de fabrication avec. Mais là encore, on peut tomber dans le piège. Si tout ça ne rentre pas vraiment dans un processus très clair de positionnement de ces délibérations en amont de la fabrication de la loi, ça ne servira à rien, ce sera un gadget, ce sera du bricolage. Mais on le fait sur les lois bioéthiques, par exemple. Oui, là, on considère qu'il y a un consensus nécessaire de la société autour. Là, oui. Mais par contre, quand il s'agit de matière fiscale, économique, là, on considère qu'on est bien assez équipé et sachant dans un certain nombre de cercles de décision. Sur la loi Pacte, pardonnez-moi, qui concerne le milieu économique, sur la loi Pacte là, qui va être adoptée cette semaine au Sénat, il y a quand même eu un processus délibératif aussi, qui est parti dès 2017 avec une association des corps intermédiaires, des syndicats. Voilà, simplement pour l'exemple institutionnel. Après, ce qu'on met il faut que ça rentre véritablement dans le processus et que ce ne soit pas simplement une option, mais que ce soit une obligation. Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, en réalité, on s'en rend compte là, avec les restitutions, ce qu'il manque, c'est de la pédagogie et on s'enfonce trop dans de la démagogie. Parce que lorsqu'on écoute ce qui a été dit, je ne conteste absolument pas que ce soit le ressenti d'un certain nombre de personnes, mais comme vous l'avez souligné, il y a des éléments qui sont faux. Lorsqu'on dit on ne sait pas comment contacter notre député, il suffit d'aller sur le site de notre parlementaire, sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et tous leurs mails sont affichés. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que l'erreur, elle est sur le fait qu'il y a des citoyens qui ne savent pas qu'il y a ça sur le site internet de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Lorsque l'on dit, il y a également des éléments qui sont quelque part un petit peu incohérent, parce qu'on dit on veut réduire les élus. Et notamment, j'ai entendu, 57% veulent réduire les élus autres que parlementaires. Mais parallèlement, il y en a un certain nombre, j'ai plus le chiffre exact, qui favorisent et plébiscitent la commune. Or, le plus grand nombre d'élus sont les élus municipaux. Alors, on ne peut pas réduire le nombre d'élus locaux, donc autres que parlementaires, tout en maintenant le nombre de communes. Donc là, il y a un certain nombre d'éléments et je pense qu'il faut faire de la pédagogie, de l'explication. Et je reviens sur ce sujet de la diminution du nombre de parlementaires. Si on fait de la pédagogie et que l'on explique que réduire le nombre de parlementaires au prétexte qu'on ne les voit pas suffisamment, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas, c'est complètement contre-productif parce que ce n'est pas en étant moins qu'ils seront plus présents sur le terrain et qu'ils pourront travailler mieux. Le grand débat, c'est fait. Les restitutions citoyennes, c'est fait aussi. Mais tout reste à faire. On vient un peu de le dire. On va regarder quand même ensemble le calendrier des prochains jours. Demain, Édouard Philippe, lui encore, sera à l'Assemblée nationale. Mercredi, il sera au Sénat. Ensuite, c'est donc Emmanuel Macron qui reprendra la main pour faire les annonces. On parle de mi-avril, c'est-à-dire donc la semaine prochaine. On entre dans une phase critique pour l'exécutif et le Premier ministre semble en avoir conscience. Écoutez sa conclusion ce matin. Nous sommes parvenus à une situation où hésiter serait pire qu'une erreur, ce serait une faute. Le besoin de changement est si radical
que tout conservatisme, toute frilosité serait, à mes yeux, impardonnable. Vous pouvez, mesdames et messieurs, compter sur ma détermination absolue, sur celle du gouvernement, pour faire du succès du grand débat une chance pour les Français, une chance pour nos territoires, une chance pour notre avenir et une chance pour la France. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends cela, j'ai l'impression qu'il va vraiment frapper fort. Il faut l'espérer, parce que quand il dit ma détermination, c'est aussi dans ses propos, ma détermination est grande, celle du gouvernement aussi, il ne faut pas qu'il perde de vue qu'il faudrait que ce soit celle des Français qui soit grande, parce que s'ils sont les seuls à être déterminés, ça ne fera pas grand-chose. Là encore, la problématique, c'est l'entraînement, c'est le fait qu'à un moment donné, un pays vous suit, parce que vous ne transformerez pas le pays si la grande majorité des Français ne veulent pas cela. Donc, mais là, ce qu'il dit, c'est on a entendu, on a compris, très bien. On va y aller. On voit bien, on fait toujours monter là encore, on fait monter les enchères, on explique, on rassure, on montre qu'on y est, qu'on va le faire. La vraie question, c'est quel acte politique fort va accompagner cela. Comment est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement ou le président de la République se met personnellement en situation de danger, de risque, pour relégitimer son action? Il n'y en a pas 50 des solutions. Des référendums, on verra. Un changement de gouvernement, pourquoi pas. Certains disent une dissolution, j'y crois pas du tout, parce que ce serait dangereux. Il y a une dernière solution qui pourrait être la démission, réélection d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il pourrait démissionner avant la fin Non, vous y croyez quand vous le dites? Mais c'est très sérieux. Attendez, imaginez le scénario, ça fonctionne très bien. Il démissionne début mai. Pour être réélu, c'est un bon moyen. Il se représente obligatoirement constitutionnellement dans les 6-8 semaines qui suivent. Il fait un bingo, si je peux dire, un rapt sur les élections intermédiaires que sur les élections européennes. Mais le risque est trop énorme. Mais non, dans le contexte actuel, regardez. Les Français trouveraient que c'est un panache phénoménal. Et techniquement, c'est tout à fait jouable. Et ça lui permet de se remettre en selle et de relégitimer son action. En même temps que les européennes, tout ça? En jeu. Parce qu'il y a un autre scrutin. En jeu, mais ça le relégitime, ça remet le projet au centre, ça fait que le projet redevient acceptable. Et il repart pour un tour, pour 5 années de vrai pouvoir. C'est vrai que la seule manière d'être réélu, c'est la cohabitation. C'est la seule manière pour un président de la République d'être réélu, c'est la cohabitation. Donc il faudrait qu'il perde les élections, que quelqu'un d'autre pendant 2 ans gouverne, que les prochaines élections. S'il démissionne, il ne cohabite pas. Il faut dissoudre pour faire ça. Mais vous avez raison sur tous les points constitutionnels. Quelque part, les sondages, je pars sous votre contrôle, disent que si, malgré la contestation dont il fait l'objet, si l'élection avait lieu la semaine prochaine, il serait réélu faute de. Sur le plan politique, c'est un renoncement. Une démission, c'est un renoncement. Et c'est pour ça que c'est surtout accepter que les Gilets jaunes ont raison. Absolument pas. Parce que, exactement, les Gilets jaunes demandent sa démission. À ce moment-là, il donne satisfaction. Il ne peut pas se représenter à ce moment-là. Parce que la démission, c'est je renonce à accomplir ma mission. Mais j'y retourne. Parce que je n'ai pas réussi. Vous étiez en place. Bien sûr. Je vais chercher votre adhésion, votre soutien pour mettre en œuvre le projet qu'on a coélaboré ensemble. Pour avoir un nouveau 22. Là, il y a le référendum, c'est la dissolution et le référendum. Sur le plan institutionnel. Je n'ai pas vu passer de sondage simulant une élection présidentielle. Je ne vois pas tout passer. Mais tout en étant très, très favorablement impressionné par le scénario qui a été développé par Alexandre Malafaye, où j'avais, moi, des recommandations beaucoup plus modestes sur la réussite de la mi-avril, et où, en tout cas, l'ensemble de ce processus, où je pense que pour que ça apparaisse comme une réussite, pour que ça marche, ce qu'on a voulu faire, il faut que les Français qui entendent les propositions se disent à plusieurs reprises, à ça, c'est nous qui l'avons voulu. Et c'est une forme de relégitimation, mais ça veut dire aussi sans doute réinventer la manière dont on fait la décision politique dans ce pays. Et je pense que le référendum, pour cela, une nouvelle forme de référendum, pas le référendum à l'ancienne, mais un référendum qui est réclamé à peu près par tout le monde, pas le RIC qui est beaucoup trop strict et beaucoup trop radical, mais un référendum d'initiative populaire ou citoyen, je ne sais pas comment on l'appellera, est obligatoire. Je ne vois pas comment on peut faire ce grand changement. Il va y avoir des mesures importantes et assez significatives probablement, et puis après il faudra retourner au peuple d'une manière ou d'une autre, et la manière la moins risquée possible, ce ne sera pas donner ma tête au peuple, même si elle en vaut la peine, et ce ne sera pas non plus, pardon, de référence. On verra, rendez-vous. Ce ne sera probablement pas une dissolution, parce qu'il y a un changement de Premier ministre, parce que Édouard Philippe n'aurait pas eu ces déclarations. Pardon. Mais étrangement, le RIC n'a pas l'air d'être si plébiscité. Le référendum d'initiative citoyenne n'a pas l'air d'être si plébiscité. Il y a un problème de méthode. Par ceux qui le réclament, et même les sondages, là encore, je parle sous votre contrôle, j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'ils revendiquent le plus. Les Français veulent du résultat pour eux. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Merci pour tous ces scénarios. On vérifiera cela dans quelques jours. Alexandre Malafaye, fin de cette émission. Demain, exceptionnellement, on se retrouve seulement à 22h sur Public Sénat. Dans un instant, vous avez audition publique.
L'invité ce soir est Patrick Kanner, patron du groupe socialiste au Sénat. Quant à l'invité de Territoire d'Info, demain c'est Guillaume Larrivé, secrétaire général des Républicains. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.